Il a brillé en boxe, en kickboxing, en boxe thaï, en MMA, avant de devenir un professionnel de la gifle. Le Sud-Africain Danny Van Heerden s'est d'abord fait un nom dans cette discipline sur les réseaux sociaux. L'une de ses vidéos a été vue 17 millions de fois sur TikTok. Il a ensuite été invité à concourir à une compétition professionnelle de slap fighting, comme celle-ci au printemps dernier à Las Vegas. Danny Pitbull! Un concours de claques en français. Des règles simples, 3 rounds, un donneur de claques qui doit garder ses appuis au sol et un receveur qui doit encaisser, les mains derrière le dos, se remettre du coup dans les 30 secondes, puis frapper à son tour. Danny Van Heerden, surnommé le Pitbull, vit de ses combats et s'entraîne seul chez lui à Pretoria. Il raconte être tombé amoureux de ce qu'il qualifie de sport pendant l'épidémie de coronavirus, alors qu'il avait complètement lâché toute activité physique. C'est un sport qui, je dirais, permet un peu de tricher par rapport aux autres sports. Pour boxer, il faut être très en forme. Pour pratiquer le MMA, il faut être en forme. Pour n'importe quel autre sport de combat, il faut être très en forme. Le slap fighting, lui, est un sport qui rend humble, parce que quelles que soient vos qualifications ou votre parcours, n'importe qui peut mettre n'importe qui KO. Vous devez juste être capable de donner une gifle. Je crois que n'importe qui peut donner une gifle. En tout cas, de plus en plus de ses concitoyens s'y essaient. Et le champion Van Heerden fait tout pour promouvoir sa discipline, aux côtés de l'association sud-africaine de slap. C'est la nouvelle attraction de Touba, un gigantesque supermarché de 4000 m² qui parie sur le consommé local. 220 fournisseurs sénégalais assurent 70% des produits dans les rayons. Touba, agglomération de plus d'1 million d'habitants, attire de plus en plus les investisseurs. Le coût global de l'investissement à ce jour porte sur un montant de 4 milliards de francs CFA, environ 6 millions d'euros. Des séparatistes du Front Polisario ont infiltré une réunion ministérielle préparatoire à la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD qui se tient du 24 au 25 août à Tokyo. Cet événement organisé par le Japon n'avait invité que les pays africains membres de l'ONU, excluant expressément le Front Polisario séparatiste. Malgré cette exclusion, les séparatistes ont réussi à entrer au Japon en utilisant de fausses identités et des passeports algériens, se faisant ainsi passer pour des membres de la délégation algérienne. Bonjour et bienvenue à Urgence économique. L'info est passée relativement inaperçue, mais les BRICS, soit le groupe qui réunit les 5 principales économies émergentes, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, viennent de dépasser en termes de PIB le G7, qui regroupe les 7 économies les plus industrialisées du monde. Le Grand Sud géopolitique, pour reprendre l'expression de Jacques Sapir, pèse désormais économiquement plus lourd que le monde occidental, dont la domination économique commence factuellement à décliner. Plusieurs pays ont exprimé leur désir d'adhérer aux BRICS et la question que nous allons nous poser aujourd'hui est: le Maroc doit-il à son tour ambitionner de rejoindre les BRICS? Inventé en 2001 par un économiste de la Goldman Sachs du nom de Jim O'Neill, l'acronyme BRIC, qui deviendra par la suite BRICS après l'intégration de l'Afrique du Sud en 2011, servait à désigner les 4 économies émergentes ayant le plus grand potentiel de croissance pour les décennies à venir. Cependant, en 2011, ces pays décidèrent de prendre Jim O'Neill au mot, en créant officiellement un cadre étroit de collaboration économique et en tenant régulièrement un sommet à l'instar du G7. En 2014, les BRICS décidèrent de pousser leur collaboration plus loin en créant la nouvelle banque de développement basée à Shanghai et en lançant un fonds commun de réserve de change pour aider les pays membres en cas de choc exogène important. La file d'attente devient de plus en plus longue. Sur les 2 dernières années uniquement, une vingtaine de pays ont exprimé leur désir d'intégrer les BRICS. Certains États, comme l'Argentine, l'Iran et l'Algérie, ont officiellement déposé des demandes d'adhésion. Quant à l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, le Nigeria et le Mexique, mais encore l'Indonésie et la Turquie, ont exprimé leur très vif intérêt à adhérer à cette structure. Qu'en est-il du Maroc ? Et a-t-il intérêt à rejoindre les BRICS? Mais surtout, répond-il aux critères réclamés? À la première question, nous répondrons très naturellement par un oui, mais avec cependant quelques réserves.
Rejoindre les BRICS pourrait offrir au Maroc un accès plus approfondi au principal bloc économique mondial et à un marché de plus de 3,2 milliards d'habitants. De même, les accords et les partenariats signés par les BRICS pourraient s'élargir au Maroc, lui permettant de profiter d'avantages fiscaux, douaniers et financiers. Sans oublier la possibilité de financer le développement de ces infrastructures grâce à la nouvelle banque de développement, ce qui réduira de fait notre dépendance vis-à-vis de la Banque mondiale et du FMI. Enfin, le Maroc pourrait également accroître son poids et son influence diplomatique en intégrant le principal contrepoids géopolitique au monde occidental. Sur ce même volet diplomatique, il est important de noter que si le Maroc ignore cette possibilité, il laissera le champ libre à l'Algérie, qui en profitera en cas d'adhésion pour influencer les BRICS de l'intérieur dans une perspective hostile au Maroc. Les juntes du Mali, du Burkina Faso et du Niger, dans une lettre commune adressée au Conseil de sécurité des Nations Unies, dénoncent ce qu'elles appellent un soutien ouvert et assumé de l'Ukraine au terrorisme dans le Sahel. Fin juillet, l'armée malienne et ses alliés du groupe paramilitaire ex-Wagner ont subi un lourd revers dans la localité de Tizawaten, située non loin de la frontière avec l'Algérie. L'Ukraine n'a pas caché qu'elle avait soutenu les rebelles d'une manière ou d'une autre, et les États de l'Alliance du Sahel sautent sur l'occasion pour dire que l'Ukraine donc supporte les terroristes et que le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait prendre des mesures contre l'Ukraine. Mais pour les observateurs et les juristes, il serait difficile pour le Conseil de sécurité des Nations Unies de punir sur le plan juridique, sur le plan judiciaire, l'Ukraine. Il y a des années, Arthur Massimango vivait à Bukavu dans l'est de la République démocratique du Congo. Il a fui après que son père a été brutalement assassiné par des rebelles. Les personnes qui ont pris la décision de tuer notre père pensaient que nous allions nous venger. Mais Massimango n'a pas souhaité se venger. Il a plutôt cherché à mener une vie paisible en Ouganda. Selon les statistiques des Nations Unies sur les réfugiés, près de 7 millions de personnes se sont déplacées pour fuir les attaques à l'est du Congo. Une instabilité aux conséquences dévastatrices pour toute la région des Grands Lacs. C'est le moyen qu'a trouvé ce jeune agriculteur pour stimuler la vente de ses mangues. Mame Abdou Diop tourne une vidéo TikTok en espérant qu'elle fera un carton auprès de ses abonnés sur les réseaux sociaux. Il fait partie d'une nouvelle vague d'entrepreneurs agricoles en Afrique de l'Ouest qui utilisent les plateformes en ligne pour vendre, mais aussi partager leurs connaissances et tracer leur sillon dans un secteur économique clé. Depuis plusieurs semaines, on observe des tensions à la frontière entre la Mauritanie et le Mali. Que se passe-t-il exactement ? Bonsoir à vous, Oleg. Alors, c'est vrai que la situation, elle serait tendue selon un site privé malien Nouvel Horizon qui affirme que la Mauritanie aurait donc lancé une opération militaire dite dissuasive à sa frontière avec le Mali. Alors, c'est une information qu'il faut prendre évidemment avec des pincettes, même s'il y a quelques jours, les autorités mauritaniennes ont affirmé leur volonté de renforcer leurs unités militaires aux frontières. Pour l'instant, au moment où on se parle, en tout cas, il n'y a aucune confirmation, aussi bien du côté malien que du côté mauritanien. Mais de toute façon, ce ne serait pas étonnant compte tenu des tensions diplomatiques ces dernières semaines entre Nouakchott et Bamako. Alors, tout a commencé le 8 mars dernier lorsque la Mauritanie a accusé l'armée malienne et ses alliés russes aussi d'avoir commis des exactions contre des civils. Du côté du Mali, on a effectivement confirmé la présence de militaires dans cette zone pour lutter contre les groupes terroristes et on a aussi ordonné côté Mali donc une enquête. Regardez. Le chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta, a échangé avec le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Le colonel Goïta a ordonné d'ouvrir une enquête et a décidé d'envoyer une mission de haut niveau à Nouakchott dans les plus brefs délais. Les autorités maliennes ne ménageront aucun effort pour retrouver les coupables. Mais, à ce stade, aucune preuve ne met en cause les forces armées maliennes qui respectent les droits humains et agissent toujours avec professionnalisme. Maliens, dans une certaine opinion, on accuse cette fois la Mauritanie de soutenir des groupes terroristes que traque l'armée malienne, ce que réfute évidemment Nouakchott. Il faut quand même préciser, et c'est très important, qu'il y a une très très longue frontière donc qui sépare ces deux pays. C'est une frontière qui fait plus de 2000 kilomètres.
Bassirou Diomaye Faye, soutenu par Ousmane Sonko, est l'un des principaux prétendants à la présidence au Sénégal. Il organise une série de rassemblements dans le cadre de sa campagne électorale éclair. Il a exprimé son intention d'introduire une monnaie nationale pour remplacer le franc CFA, hérité de la domination coloniale française, et de mettre en œuvre l'enseignement de l'anglais dans les écoles où le français est actuellement la langue officielle. Ne doit pas accepter autour de certaines questions qu'il y ait des tabous. On ne peut pas, 63 ans après, avoir la peur d'adresser des questions qui nous concernent et qui sont un pan important de notre souveraineté, à savoir la souveraineté monétaire. Il n'y a pas de souveraineté comme nous le voulons en réclamant ou en nous battant pour un Sénégal souverain, juste et prospère dans une Afrique de progrès s'il n'y a pas de souveraineté monétaire. L'élection présidentielle, dit-on, c'est le rendez-vous d'un homme avec son peuple. Voilà, les Sachez que c'est historique, le Sénégal vient de mettre en orbite son premier satellite. Voilà, comme vous le voyez sur ces images, le lancement s'est déroulé en Californie, aux États-Unis, sur la base de lancement de la société SpaceX. Pourquoi Bassirou Diomaye Diakhar Faye persiste-t-il à poignarder l'Afrique dans le dos? Voilà un président qui n'a même pas 4-5 mois au pouvoir. Regardez ce qu'il fait. Regardez son âge. Regardez le jeune âge de cet homme. Au moment où il faut au contraire appeler à l'entraide africaine, à l'intégration militaire africaine pour combattre les terroristes, comme le font les pays de l'AES. Alors même que Sonko avait promis que dès qu'ils arriveraient au pouvoir à Dakar, l'armée sénégalaise viendrait aux côtés de l'armée malienne pour combattre les terroristes. Voici Sonko et Bassirou en train d'appeler les armées de l'OTAN, alors qu'ils ont soi-disant une armée sénégalaise. Il n'y a pour l'heure pas encore d'annonce officielle sur une possible dissolution de l'Assemblée nationale, mais selon le ministre porte-parole de la présidence de la République, Ousseynou Ly, qui s'exprimait ce jeudi au journal télévisé de la RTS, la télévision nationale, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a consulté le Conseil constitutionnel qui lui a indiqué la date du 12 septembre à partir de laquelle il pourrait dissoudre l'Assemblée nationale. Le 12 septembre va marquer les 2 ans de l'entrée en service de la dernière législature et selon la Constitution, il faut au minimum ce délai de 2 ans pour que le président de la République puisse exercer ses prérogatives d'une dissolution de l'Assemblée nationale.